Je vais appeler maintenant à la tribune Olivier Cazulot, Guillaume Faure-Brac, Rissa Resoucha et Jean-Louis Berthold, parce que il me semble absolument fondamental qu'on termine en discutant avec des professionnels qui sont un représentant du Syntec numérique, c'est-à-dire de toutes les entreprises du numérique. Olivier Cazulot, qui est administrateur de Syntec numérique pour la direction Sud et qui est président d'une entreprise spécialisée dans la transformation numérique Net System Digital. Guillaume Faure-Brac, qui est expert comptable. Je vais en profiter pour demander si on peut avoir plus de micros du coup pour la fin. Guillaume Faure-Brac, qui est expert comptable, commissaire aux comptes chez Puzzly et qui est membre élu du conseil régional et vice-président de la commission innovation de l'ordre des experts comptables. Rissa Resoucha, qui est courtier en assurance et qui a exercé de nombreuses fonctions dans les organismes représentatifs de sa profession, qui est ancien président de la Chambre syndicale des courtiers d'assurance, et Jean-Louis Berthold, qui est responsable du département Capital et Innovation du Crédit Agricole. Alors, débat, c'est surtout d'avoir dans le même temps de parole ces quatre professionnels qui n'ont pas pu être là toute la journée pour tous, mais qui ont entendu une partie des interventions, avec qui j'avais eu l'occasion de discuter au préalable. Et l'idée, c'est de dire, donc pour ne pas prendre trop de temps, je pose les questions dans une foulée à Olivier Cazulot pour le Syntec numérique. Cette patrimonialisation de la donnée, ce transfert de la valeur d'une partie ou de toute la valeur des organisations dans la donnée. Est-ce qu'au Syntec numérique, vous appelez des évolutions de vos voeux? Est-ce que les entreprises du numérique demandent des changements? Alors, mais dans l'ordre du coup, à Rissa Resoucha, tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui, toute cette valeur des données, est-ce que vous pouvez l'assurer? Est-ce que vous avez vu dans votre métier des évolutions? Je suis quasiment certain qu'on vous demande d'assurer ces valeurs. Est-ce que vous savez y répondre? Guillaume Faure-Brac, est-ce qu'elle est de même? On a entendu, mais de façon prospective, vos confrères de la profession notariale expliquer comment les choses devaient évoluer. Mais dans votre quotidien, dans votre cabinet d'expertise comptable, comment est-ce que vous êtes confronté à cela aujourd'hui? Et Jean-Louis Berthold, eh bien, face à ces valeurs, est-ce que vous avez la possibilité de faire évoluer votre métier de banquier? Je sais, alors Jean-Louis, il faut le savoir, Capital Innovation, sa spécialisation, c'est de discuter avec les startups, d'accueillir les entreprises innovantes, donc des entreprises qui, pour beaucoup, travaillent sur la donnée. Quelle est la réponse des banquiers face à cette évolution? Et je commence en passant la parole à Olivier Cazulot. Bonsoir, donc j'ai oublié la question complètement. Il est tard. C'est quoi la question? La position du Syntec numérique vis-à-vis de la donnée? Ok, c'était une plaisanterie. C'est vrai qu'il est tard, on est fatigué. Moi déjà j'ai du mal à prononcer le mot patrimonialisation. C'est un concept compliqué. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'en fait les entreprises du numérique, d'abord, elles ne s'arrogent pas de la question. Elles ne sont pas seules concernées par cette question, puisque en fait toute structure économique qui génère, ou publique d'ailleurs, qui génère de la donnée est concernée par cette thématique. Encore faut-il savoir effectivement cette donnée, si elle lui appartient, si elle peut lui donner une valeur, la monétiser et en faire commerce en fait. Alors c'est vrai que les acteurs du numérique dans leur complétude, parce qu'il y en a énormément, des éditeurs, des intégrateurs, des développeurs de logiciels, des boîtes de conseil, s'emparent tous de ce sujet, tant pour leurs besoins propres que pour les besoins de leurs clients. Donc encore faudrait-il savoir, cher maître, dans quel sens vous voulez qu'on traite du sujet. Est-ce qu'on le traite du point de vue des sociétés, des ESN elles-mêmes, du point de vue intérieur, ou est-ce qu'on le traite du point de vue de leur métier vis-à-vis de leurs clients? C'est pas tout à fait le même postulat. Est-ce que tu préfères une des deux?
D'accord, je me débrouille. Alors écoutez, je vais répondre aux deux. Dans un premier temps, en ce qui concerne évidemment la question vue du point de vue des ESN, il est évident qu'on est quelque part les faiseurs de données. Historiquement, on sait très bien que les systèmes d'information dans lesquels sont générées ces fameuses données sont bien souvent mis en œuvre par des sociétés de services. Mais encore une fois, le droit est clair. Les contrats de cession entre les prestataires et leurs clients, là-dessus, sont relativement clairs. Les données et propriétés générées dans les systèmes d'information de leurs clients pour le compte de leurs clients appartiennent à leurs clients et c'est une question qui relève de leur propre fait. Donc je veux dire que ce sujet-là est plutôt vu comme une compétence qu'il faut acquérir du point de vue des ESN pour accompagner leurs clients dans les transformations et leurs enjeux. Du point de vue de leurs clients, je dirais que d'abord, il faut arriver à définir ce qu'est une donnée. C'est quelque chose de parfaitement immatériel et de très complexe à appréhender, à catégoriser. Et ça, c'est le premier enjeu. Et bien souvent, c'est à partir de deux données que l'on a une valeur intéressante au travers d'une information, et c'est souvent cette information, en fait, bien plus que la donnée, qui a un intérêt en termes de monétisation. Donc nous, au Syntec Numérique, que ce soit dans la sphère publique, et on a un cas, peut-être qu'on l'évoquera ici localement à aborder, ou au travers de la sphère privée, évidemment, on prône une évolution de la législation pour donner un cadre très connu et très strict à la valeur de cette information et surtout quel est le champ des possibles en termes d'exploitation. Je crois que c'est ça qui est très important et qui est attendu parce que vous imaginez bien que les possibilités vont à l'infini en termes d'exploitation de ces informations, de monétisation, de développement de nouveaux services, de nouveaux usages, à la fois pour les boîtes du secteur du numérique, mais aussi et éminemment, surtout pour leurs clients. Merci beaucoup. Et donc, oui, si tu peux dire deux mots sur le cas pratique, le cas d'usage sur lequel tu as travaillé récemment, qui est réellement de la patrimonialisation de la donnée. Oui, donc avant d'être au Syntec Numérique, je suis aussi chef d'entreprise dans le numérique, une société de conseil qui s'appelle NetSystem. Et effectivement, on est amené à être interpellé sur des sujets de ce type qui sont difficiles à appréhender, notamment dans le secteur public. Alors, je ne citerai pas le client, mais c'est un client, une ville de taille importante du bassin, du territoire dans lequel nous sommes. Mais je ne parlerai pas du sujet parce que je ne le citerai pas parce que ce sujet attise en période préélectorale les foudres de l'opposition. Parce qu'évidemment, derrière cette notion de données, on l'a vu tout au long de la journée, il y a ces notions de Big Brother, d'espionnage, de données. Et par certains aspects, d'ailleurs, ce sont des sujets en termes de sécurité qu'il faut évidemment traiter, aborder avec beaucoup de précautions. Donc cette collectivité-là s'est lancée depuis des années dans un projet dit de Smart City. Et donc, elle a mis en œuvre des moyens technologiques de manière relativement coûteuse pour créer des réseaux, créer des capteurs, mettre en œuvre des solutions et des infrastructures qui lui permettent de collecter de la donnée, de l'information, de la stocker dans ces systèmes d'information, dans ces bases de données et de l'exploiter par ailleurs. L'exploiter à des fins d'animation, par exemple, des associations de commerçants pour leur donner des informations sur les trafics de flux piétons, sur les horaires de fréquentation pour que les commerces puissent se ouvrir aux heures opportunes pour eux, jusqu'à des données qui concernent, par exemple, des données de qualité d'air, des données de nuisances sonores, etc. Bref, vous imaginez que le champ des possibles est immense. Se pose à cette collectivité aujourd'hui la question qui est de dire est-ce que je ne peux pas, moi, en tant que collectivité locale et territoriale, monétiser ces informations que je collecte. Et là, le débat est lancé aujourd'hui, puisqu'il n'y a absolument pas de caractère encore formel, légal, précis à ce type d'usage. Ce qu'on peut voir, c'est ce qui se fait à l'étranger. Et donc, il y a des villes entières qui se font googliser aujourd'hui, comme Vancouver au Canada. Et Vancouver met à disposition des usagers de la collectivité des données ou des informations. Ce n'est pas tout à fait pareil.
qui effectivement doivent répondre à des critères légaux. Ici en France, il y a des critères de publication de données publiques qui sont très clairs, édictés par la CNIL. Et ces informations ont vocation à servir différents acteurs. On peut penser à des promoteurs immobiliers, par exemple, pour accéder aux zones cadastrales, aux projets divers et variés. On peut imaginer des délibérations qui ont été passées dans la ville, etc. Et la grande question étant, est-ce que cette donnée qui est publique, et par définition est la propriété du collectif, peut-elle être monétisée? Donc, vaste débat sur ce sujet, et je crois qu'il sera abordé dans les années à venir de manière importante. Merci beaucoup. Je crois que c'est intéressant de montrer qu'il y avait des actions, des projets qui étaient en cours, qui étaient déjà menés et qui effectivement soulèvent pas mal de problèmes. La retenue a été de monter une régie de données. Voilà, c'est une régie comme on a pu faire des régies municipales où il y avait des régies nationales telles que la régie Renault, mais les régies municipales, ce sont des choses qui fonctionnaient beaucoup plus jusque dans les années à peu près 80 où c'est tendance à décroître et c'est sur ce modèle juridique qu'on a recommencé à travailler. Merci beaucoup Olivier et je vais passer la parole à Richard. Toi dans la profession de courtier en assurance, est-ce que tu es confronté à cela et quelles sont les réponses que vous êtes à même d'apporter? Alors, l'assurance, d'abord, c'est quoi? L'assurance, c'est la couverture d'un risque financier. Et les assureurs accompagnent finalement tout ce qui se fait dans le monde depuis que le monde existe, puisque l'assurance, ça remonte à avant Jésus-Christ. Et donc l'assurance est là pour s'adapter à l'évolution du monde. Et on s'aperçoit aujourd'hui que rien ne se fait dans le monde s'il n'y a pas d'assurance. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on envoie une fusée sur Mars, il faut l'assurer parce qu'il y a des risques. Mais quand on roule en trottinette électronique sur les trottoirs de Marseille, il faut également s'assurer parce qu'il y a aussi des risques qu'on peut subir soi-même, mais qu'on peut causer aux autres. Mais l'assurance, pour garantir un risque financier, elle est obligée de le valoriser. Et pour ça, elle se base sur des statistiques, elle se base sur des chiffres. Et donc, si elle n'a pas ces chiffres-là, si elle ne sait pas valoriser le risque, elle ne peut pas assurer, puisque derrière, on ne va pas pouvoir rembourser un risque si on ne l'a pas chiffré. On a vu d'ailleurs tout au long de la journée la difficulté aujourd'hui à chiffrer le montant d'une donnée, et d'ailleurs à chiffrer qui en est propriétaire au final. Donc qui va-t-on indemniser et dans quelle proportion? Par contre, ce qu'on sait, c'est que, vous savez, c'est un peu comme le slogan de la Française des Jeux. On dit aujourd'hui que ça n'arrive pas qu'aux autres. La différence entre le risque cyber aujourd'hui, les attaques cyber que peut subir une entreprise qui détient des données et le loto, c'est pas de savoir si ça va arriver, mais c'est de savoir quand ça va arriver. Parce que aujourd'hui, toutes les études et tous les chiffres et toutes les statistiques montrent que il ne suffit pas d'être une société cotée en bourse pour subir une attaque cyber, mais qu'une simple association, loi 1901, peut subir une attaque, une entreprise, une PME, un État, une collectivité. Alors, à partir de là, l'assureur a une deuxième réflexion, c'est de dire, attention, moi je veux bien assurer et garantir un risque financier, mais puisqu'on parle de patrimoine aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un dans cette salle, mais même à l'extérieur, qui se dirait aujourd'hui, je vais garantir ma maison, ou je vais garantir ma voiture, ou je vais garantir mon matériel ou mon entreprise, sans avoir pris au préalable quelques mesures de prévention. Je vais fermer les portes, je vais mettre une alarme, je vais faire de la prévention auprès de mon personnel pour qu'ils utilisent mon matériel correctement, pour faire en sorte de le préserver au maximum. Et ensuite, si le risque se produit, parce que le risque zéro n'existe pas, alors à ce moment-là, je ferai appel à l'assurance. Et bien de la même façon, pour la protection des données, aujourd'hui, il est impératif de dire que si on veut s'assurer, si on veut garantir ces données, il faut avant tout faire de la prévention. Et ça, c'est une prise de conscience que doivent avoir les entreprises qui détiennent des données, c'est-à-dire toutes les entreprises aujourd'hui, de se dire il faut d'abord que je mette en place ma prévention. Et la prévention, ça passe par l'utilisation de mots de passe sécurisés, bien évidemment la mise en place de pare-feu, la réalisation
de sauvegarde régulière. Alors peut-être que vous vous dites, mais il nous dit ça, mais on le sait déjà. En tous les cas, moi, je rencontre des clients tous les jours qui me disent, mais ma sauvegarde, elle est là. Elle est ici sur mon bureau, quoi. Et donc je leur dis, c'est fabuleux, si ça brûle ce soir, vous n'avez plus de sauvegarde et donc vous n'avez plus rien. Et c'est la limite de l'assurance, c'est que l'assurance dit, moi je veux bien reconstituer des données, je veux bien payer pour reconstituer des données. Faut-il encore qu'on ait les moyens de le faire et qu'on ait les moyens d'aller rechercher ces données pour qu'on puisse reconstituer. Donc ça, c'est la première chose, la première prise de conscience, c'est de se dire, je mets en place tous les moyens de prévention possibles pour que le risque n'arrive pas. D'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est quand même le rôle du chef d'entreprise, du président de l'association, du maire ou en tous les cas du responsable des données, de se dire je gère mes données en bon père de famille, parce que derrière il y a une responsabilité. Et d'ailleurs, on parle aussi en assurance de responsabilité du dirigeant qui doit gérer son entreprise en bon père de famille et qui peut demain être mis en cause à titre personnel sur sa responsabilité personnelle s'il a commis une faute de gestion. Et ne pas préserver ses données aujourd'hui ou ne pas faire ses sauvegardes régulièrement, c'est faire une erreur de gestion qui peut faire en sorte qu'on va causer un préjudice non seulement aux personnes qui nous ont confié des données, mais également, par exemple, à ses propres salariés qui verront demain peut-être leurs données parties dans la nature et qui intenteront finalement une action en responsabilité contre le responsable. Donc vous voyez que l'assurance s'est intéressée quand même à ce problème de cybercriminalité en disant je ne peux pas tout garantir non plus, parce que depuis ce matin on dit quel est le prix qu'on donne à la donnée. Donc par exemple un particulier aujourd'hui qui voudrait dire j'assure mes données personnelles, on n'a pas de réponse en tous les cas aujourd'hui en matière d'assurance à lui amener parce qu'on ne sait pas déterminer quelle sera la valeur exacte de ces données. Par contre on sait garantir de façon très précise les entreprises qui détiennent les données, d'abord pour agir en action d'urgence, j'allais dire, au moment où le phénomène de ransomware, par exemple, se produit, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir tout de suite des experts informatiques qui prennent la main et qui réduisent le risque. On en est toujours dans l'assurance à se dire au plus on réduit le risque, au moins on aura à indemniser et au moins on subira de dommages. Il y a aussi toute la partie restitution des données. Donc à un moment donné, il va falloir restaurer les données, faire appel donc à des professionnels qu'il va falloir indemniser pour restaurer ces données. Il y a les frais de notification. On a parlé souvent aujourd'hui du règlement général des données. Vous savez que sur le RGPD, on dit que si on se fait, si demain on a un doute ou si on se fait piquer les données de ses clients, on est dans l'obligation d'avertir par lettre recommandée avec accusé-réception l'ensemble de ses clients pour leur dire attention, vos données sont parties dans la nature et je ne sais pas quel va en être l'usage. En tous les cas, je me dois de vous prévenir. Vous voyez, vous prenez le montant d'une lettre recommandée avec accusé-réception, c'est environ 5 €. Vous le multipliez par le nombre de vos clients et vous voyez déjà, rien que là, sans avoir parlé d'autres dommages, qu'on a un coût déjà très, très important et que l'assurance, aujourd'hui, est capable de quantifier, donc est capable de garantir. Et puis ensuite, on va pouvoir garantir également tous les dommages qui vont être subis par l'assuré. Par exemple, les sanctions pécuniaires prononcées par une autorité administrative, lors d'un contrôle, par exemple, de la CNIL. Toute la partie cyber-extorsion. Je me suis fait piquer mes données et on me demande une rançon. Comment je dois réagir ? Et donc l'assureur est là à la fois en prévention pour dire attention, j'ai des experts informatiques qui vont vous aider à gérer le problème, et puis à la fois, à un moment donné, on sait très bien, par exemple, qu'il ne faut jamais payer la rançon, parce qu'autrement, c'est sans fin, quoi. Donc les assureurs ne sont pas là pour payer la rançon, mais par contre, les assureurs sont là pour dire il va falloir rechanger de système et repayer un nouveau système et remettre vos données en cours, et ça, on sait le faire. Et puis, il y a un certain nombre d'entreprises qui, aujourd'hui, fonctionnent uniquement avec des données et qui ont leur modèle business uniquement basé sur des sites Internet ou sur de la vente en ligne, par exemple. Et eux subiront une perte d'exploitation parce que si le site Internet s'arrête à 10 jours de Noël et que je ne peux plus vendre mes marchandises parce que j'ai été hameçonné et que je suis obligé de changer de système, je subirai une perte de chiffre d'affaires. Et ça aussi, les assureurs ont mis en place des systèmes pour pouvoir payer cette perte d'exploitation et pour pouvoir aider aussi l'entreprise par des frais supplémentaires à aller beaucoup plus vite pour se remettre en route aussi.
Et enfin, il y a la responsabilité de l'entreprise, puisque à partir du moment où j'ai des données personnelles que je détiens, que je me devais de préserver et qui ne sont pas en nature, je prends le risque aussi d'avoir des clients qui m'ont confié ces données personnelles et qui viennent me demander réparation parce qu'ils considéreront qu'ils ont subi un dommage. On peut le voir sur par exemple, sur des professions juridiques, sur des professions juridiques, sur des professions comptables, où les chiffres du bilan peuvent être partis et récupérés par des concurrents. On peut le voir sur tous les professionnels de santé qui détiennent bien évidemment des données hyper confidentielles et qui peuvent causer des préjudices énormes aux personnes qui verront leurs données dans la nature. Et là aussi, l'assureur est capable de répondre et de payer à la place de l'entreprise toute la partie responsabilité civile. Faut-il encore, on l'a vu dans une présentation tout à l'heure, faut-il encore que le législateur sache avec précision, chiffrer le montant des dommages. Et on a vu que ce n'était pas aussi facile que ça, parce que, par exemple, mes données personnelles ne valent pas la même chose que les données personnelles de mes confrères autour ou de vous-même dans la salle. Et donc, quelle est la limite et comment l'assureur paye ça, puisque à partir du moment où il faut payer, il faut chiffrer, quoi. Voilà. Si j'ai encore quelques minutes, 2 minutes encore, merci Nicolas. Quelques chiffres pour terminer quand même, parce qu'il faut quand même avoir conscience que aujourd'hui, il y a simplement 53% des entreprises qui sont préparées sur les questions de cybercriminalité. C'est quand même très peu, alors que le risque en face est quasiment de 90 à 95%. Les causes principales des attaques de cybercriminalité, il faut savoir, c'est l'erreur ou l'imprudence humaine à l'intérieur de l'entreprise. On pense souvent qu'on va se faire hameçonner, qu'on va avoir un cybercriminel qui va piquer nos données. Les premières sources sont à l'intérieur de l'entreprise, à hauteur de 57% quand même. Les employés corrompus ou démotivés à hauteur de 46%. Donc ils vont installer un virus au bon endroit dans l'entreprise avant de partir. Les individus extérieurs à l'entreprise, les entreprises de ménage, tous les sous-traitants qu'on peut faire intervenir à hauteur de 43%. La concurrence, à hauteur de 40% quand même. Vous voyez, les organisations criminelles, elles arrivent après, à hauteur de 35%. Voilà. Et quand même, en 2018, 79% des entreprises ont déclaré au moins une attaque. Voilà. Alors le coût moyen d'une attaque et les conséquences pour l'entreprise, parce qu'il y a l'attaque elle-même et puis tous les coûts induits derrière, ça varie entre 50 000 et 130 000 euros aujourd'hui pour une PME. Et le coût d'une protection complète en assurance, en moyenne, ça dépasse quelques milliers d'euros. On arrive à entre 1 500 et 2 000 euros pour des petites PME. Vous voyez que tout à l'heure, je vous disais 5 euros par lettre recommandée. Ben faites le calcul, vous avez une entreprise qui a 2000 clients et qui doit ne serait-ce qu'envoyer 2000 lettres recommandées et vous le mettez en balance avec le prix de l'assurance et vous vous rendez compte, pour répondre à la question initiale de Nicolas, oui, les assureurs sont là pour garantir le risque cyber. Oui, ça évolue en permanence et ils apprennent en permanence parce qu'ils ont besoin d'avoir du recul statistique pour savoir comment chiffrer ce risque. Oui, ça avance. Oui, ça va encore s'amplifier dans les années futures. Faut-il encore que les personnes qui doivent s'assurer le fassent à un coût qui aujourd'hui est dérisoire par rapport aux conséquences importantes que ça peut avoir pour la bonne marge d'une entreprise. Merci beaucoup. On verra après si on peut prendre quelques questions à la fin, mais par contre on va enchaîner. Donc je passe maintenant la parole aux représentants de la profession des assureurs. J'ai fait le lapsus, des experts comptables. Merci. Bien, merci Nicolas. Non, on n'est pas encore assureur chez les experts comptables. Permets-moi quand même, Nicolas, de te remercier pour l'organisation de cette journée dans un cadre interprofessionnel, comme l'ont souligné les autres intervenants. C'est important aussi de montrer l'intelligence de nos professions, de travailler main dans la main pour accompagner de la meilleure manière nos clients, et je t'en remercie.
concernant donc le métier de l'expert comptable et le rôle et le traitement de la data, j'aimerais qu'on resitue un petit peu la mission qui nous est confiée par nos clients pour l'expertise comptable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un expert comptable et quel est le besoin de nos clients par rapport à nos prestations. En fait, il faut savoir que l'expert comptable, son objectif, c'est de présenter souvent l'image du patrimoine financier de nos clients. Et pour ce faire, c'était tout simplement une compilation de différentes données qui étaient des données papier, un relevé de bancaire, une facture client, une facture fournisseur. Et on mettait tout ça dans un ordinateur depuis les années 90 peut-être, mais avant c'était à la main et on poinçonnait des feuilles de papier. Aujourd'hui, on est vraiment dans un métier qui change, dans une dimension qui change, où on doit apporter une valeur ajoutée à nos clients. Alors cette valeur ajoutée, c'est du conseil. Tout à l'heure, on a vu une entreprise qui captait l'information avec des capteurs sur le corps humain pour finalement avoir un check-up complet du corps humain et donner une piste d'amélioration. Mais en fait, l'expert comptable, c'est un petit peu la même chose, c'est un peu le médecin d'entreprise où on va devoir capter de l'information pour pouvoir faire une restitution conseil. Et le numérique, en fait, dans nos outils au quotidien, il nous permet de réaliser ce check-up quasi en temps réel. Aujourd'hui, on ne parle plus de collaborateurs comptables, on intègre aujourd'hui dans nos cabinets des data controllers, des data managers. Et là, on se dit, tiens, finalement, le métier d'expert comptable, ce n'est pas le métier qu'on voyait avant, où on va récupérer des boîtes de chaussures pleines de documents de nos clients et faire une liasse fiscale pour envoyer une bonne TVA ou une bonne déclaration d'impôt des sociétés à nos clients. Non. Aujourd'hui, on est collecteur, capteur de flux d'informations. Pourquoi ? Tout simplement parce que la banque va nous mettre à disposition, va nous ouvrir ses serveurs, on va se connecter aux serveurs de la banque pour capter le flux bancaire. Première source d'information. Et ça, on peut le faire tous les jours. Ensuite, forcément, nos clients leur mettent à disposition un logiciel de gestion comptable qui leur permet, de gestion commerciale, pardon, qui leur permet de générer leurs factures. Et du coup, on va intégrer le flux informatique de ce logiciel. Nous reste après à capter, si vous avez suivi, les factures des fournisseurs. Et là, c'est toujours plus compliqué parce que les factures de fournisseurs, où est-ce qu'elles sont ? Ça dépend. Des fois, elles arrivent par la poste, dans la boîte aux lettres de nos clients. Des fois, il faut se connecter sur un site internet pour que le client ait cherché sa facture d'Orange, de Free, etc. Bref, tout ça, c'était très compliqué. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est capable de mettre en place des connecteurs qui vont aller chercher, aller capter l'information directement dans la boîte du client, dans la boîte de son fournisseur de DSL, chez son fournisseur X ou Y, et tout ça, on est capable de le compiler dans un délai quasiment en temps réel. Ce qui nous permet derrière de proposer une réelle mission de conseil, parce que le client, avant, quand on le voyait une fois par an, on fait un entretien bilan, et on lui dit, vous savez, les chiffres de votre entreprise, c'est cela, cela et cela, etc. Le client, il se dit, non, attendez, Guillaume, tu me parles de quelque chose qui date d'il y a 10 mois, peut-être, en moyenne. Et là, on n'était pas bon sur le conseil, sur la réactivité. Aujourd'hui, comme le client, quasiment chaque jour, il a dans son smartphone, sur son ordinateur, sur sa tablette, les statistiques en temps réel de son entreprise, ça change complètement la dimension de conseil, la dimension d'optimisation de ce que l'on peut proposer à nos clients. Et là, c'est vraiment une force aujourd'hui que nous apporte la donnée. Voilà, c'était ce que je voulais dire donc, sur la donnée, sur l'organisation du cabinet, mais c'est vraiment un monde qui change, un métier qui change aussi, une volonté des clients d'avoir toujours une information en temps réel dans leur poche, comme je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, on arrive à se faire plaisir dans notre métier, dans le sens où on est content quand le client il dit « Guillaume, grâce à ce que vous faites aujourd'hui, grâce à ce que vous avez mis en place dans les outils qui me permettent de mieux piloter, de mieux gérer mon entreprise, je suis content ». Et cette satisfaction-là, aujourd'hui, c'est ce qui nous passionne, nous, experts comptables, dans la qualité de l'accompagnement qu'on peut avoir avec nos clients. Et est-ce que vous avez des demandes, alors plus strictement, de nouvelles de la part d'entreprises qui cherchent à valoriser leur patrimoine immatériel en général et leur patrimoine immatériel de data de façon spécifique ?
Alors très honnêtement, sur la patrimonialisation et l'intégration dans le bilan, c'est ce que je vais revenir sur ce que disait ma consoeur ce matin, l'immatériel, comment est-ce qu'on comptabilise dans un bilan? Aujourd'hui, on le fait par la vente. On n'arrive pas à le faire différemment. Par contre, sur les demandes nouvelles, c'est qu'effectivement, comme aujourd'hui, on capte beaucoup plus d'informations. Avant, on enregistrait simplement quand on saisissait une facture d'un fournisseur ou d'un client, on mettait le nom du client, le nom du fournisseur. Aujourd'hui, on est capable de rajouter sur des données et le client nous demande, nous dit tiens, ça serait bien d'avoir une géolocalisation de mes clients. Avant, j'étais incapable de le faire. Moi, j'avais juste un montant d'une facture, un poste de charge ou un poste de vente. Je ne savais pas le faire. Aujourd'hui, la donnée et l'outil informatique nous permettent de compiler des datas, d'aller chercher d'autres données. Tout simplement, on se connecte sur Infogreffe et on va rajouter, le logiciel va le faire automatiquement, rajouter l'adresse, le numéro de SIRET et le code APE de ses clients en automatique. Tout ça c'est des missions nouvelles qui sont proposées dans l'accompagnement, dans le pilotage de la gestion et finalement dans l'analyse de ce qui se passe un petit peu plus en profondeur chez nos clients. Oui. Je te remercie. Merci beaucoup. Et donc, je vais passer la parole à Jean-Louis Berthold. Et donc, sur ton expérience, alors surtout sur ton expérience avec toutes les startups que vous accompagnez et celles qui effectivement travaillent dans le numérique plus particulièrement. Nicolas, juste un mot sur la banque en général. Bien sûr. Juste un mot, la banque et la donnée. Donc quelque chose de rassurant déjà, c'est que toutes les banques françaises se sont engagées à ne jamais commercialiser les données de leurs clients. Ça me paraît quelque chose d'important. C'est-à-dire que toutes les banques, tout le système bancaire français a dit s'est éloigné des sirènes qui auraient pu leur donner envie de céder une partie des données de consommation des clients, ce qui n'est pas tout à fait le cas des nouveaux entrants dans le monde de la banque. Ça, c'est le premier point. Et second point, en revanche, avec les données, j'ai lu un article très récemment. La Banque Populaire a fait quelque chose de très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Ils ont mis à disposition, dans le nord de la France et à Bordeaux aussi, mis à disposition aux chambres de commerce, aux associations de commerçants, à des structures telles que celle-là, des données anonymes et regroupées pour que, par exemple, dans le nord de la France, pour qu'ils puissent faire des analyses sur l'impact que pourra avoir le Brexit sur le commerce dans leur région. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que, bien sûr, elles sont anonymes, anonymes et regroupées, pour respecter ce qui doit être respecté. Mais ça peut être très intéressant de donner, de mettre à disposition de certaines de ces données-là. Alors, ensuite, pour mon activité. Alors, mon activité, c'est de financer des jeunes pousses qui se créent et des jeunes pousses innovantes. Alors, on a créé un dispositif spécifique chez nous avec un fonds de dotation et avec un fonds de capital amorçage. Ce que je peux vous dire, ce qui a changé, ce qui change, c'est qu'il y a de plus en plus de création de start-up qui se font par rapport à des évolutions liées aux données captées et aux données analysées. Auparavant, on avait plus de start-up qui créaient quelque chose, des start-up technologiques, que ce soit dans la santé ou dans d'autres univers, donc avec une matérialisation de physique de l'invention, de l'innovation qu'il crée. Aujourd'hui, on a de plus en plus de start-up qui utilisent des technologies algorithmiques qui sont mises à disposition, qui ne sont pas payantes, avec des logiciels que tout le monde peut utiliser. Donc, ils n'inventent pas quelque chose par rapport à ça. En revanche, ils vont inventer des usages à condition d'avoir des données qui leur sont confiées. Il faut capter de la donnée et avec des logiciels qui existent, en faire un traitement qui va après être vendu comme un service. Je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de respecter quand même le secret bancaire. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Supposons une start-up qui a l'idée
d'apporter à tous les éditeurs d'applications un outil qui va leur faciliter l'analyse de tout ce que leurs clients disent sur leur application. Ça, grâce à des logiciels qui existent, un logiciel d'analyse sémantique, des logiciels d'analyse comportementale, des logiciels d'analyse d'émotion, en faire une synthèse et ensuite apporter, et ça c'est le plus que pourrait apporter cette start-up, apporter à l'éditeur de logiciels la réponse à apporter au client qui émet un avis. Et là, on est vraiment dans une évolution totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a une création, mais ce n'est pas une création mathématique, algorithmique. Non, c'est un usage. Comment faire un usage de solutions qui existent pour les traiter de manière différente. Et ça, c'est complètement différent. Alors, la différence, le point important pour nous, c'est par rapport à la valorisation qu'on peut faire de ces startups quand celles-ci ont besoin de capitaux. Parce que généralement, ces startups sont difficilement financées par le système bancaire classique, avec des prêts classiques, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ce sont généralement des investisseurs, même si, je tiens à le souligner, la BPI est un acteur incontournable et aide énormément le système bancaire et les startups en direct pour le financement. Mais souvent, le financement se fait par des fonds propres et donc par des fonds ou des business angels. Et la valorisation de ces entreprises au moment de la prise de capital ne peut pas se faire par rapport à des indicateurs qui se font traditionnellement dans les prises de participation, parce qu'on n'est pas du tout dans le même... Il n'y a pas de valorisation d'actifs immédiats, il n'y a pas de valorisation d'usage immédiat, et donc c'est là qu'il y a une très forte évolution dans nos activités. Merci beaucoup Jean-Louis, et merci beaucoup. Alors est-ce que, pour terminer, est-ce que vous avez des questions ? Ou sur le débat. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais donc remercier tout le monde d'être venu. Je vais passer la parole à André Miyassou pour le mot final. Je voudrais juste vous dire, alors ce que j'essaye de faire chaque année, c'est de donner au moins une idée du sujet de l'année prochaine. Et à ce stade de notre réflexion, nous pensons l'année prochaine travailler sur la compliance, sur l'ensemble des règles qui aujourd'hui se multiplient pour la compliance des organisations. Et essayé d'avoir une vision transversale sur l'accumulation des règles, sur l'activité numérique, la donnée, et comment est-ce que on peut, quand on mène une entreprise telle que les entreprises du Syntec ou des entreprises classiques, arriver dans le cadre de la transformation numérique à respecter l'ensemble de la législation. Donc c'est encore quelque chose qui est à affiner, mais la mise en conformité, on a beaucoup parlé du RGPD, mais en réalité il y a énormément d'autres règles. On travaille de plus en plus sur le secret des affaires. Les grandes entreprises sont concernées par la loi Sapin 2. Toutes celles qui font du commerce en ligne avec de la vente en distance sont aujourd'hui concernées par de nouvelles règles qui sont mises en place. Avant cela, on avait eu la modification des logiciels de caisse. Et donc, il y a cette imbrication entre le logiciel, la normalisation, la mise en conformité. Et c'est a priori le sujet qu'on voudrait essayer d'explorer l'année prochaine sur un titre qui sera un peu mieux à déterminer. Voilà, je passe la parole à André pour terminer. Oui, de manière très courte, un grand bravo pour cette très belle conférence qui est exactement conforme à ce que veut l'EFDIT. L'EFDIT est une plateforme qui existe depuis 35 ans. Il s'agit de faire venir les acteurs, les témoins et contribuer donc à l'avancement des sujets. Bravo à Nicolas pour son infatigable activité qui nous permet, AFDI, d'être une organisation nationale et pas simplement parisienne pour être présent et traiter ces sujets.
L'AFDIT, structure ouverte, donc venez-y. Nous avons entre 5 et 10 conférences par an, ce qui n'était pas du tout prévu au début de nos présidences et de nos activités. Un très grand merci également à nos intervenants qui ont aujourd'hui permis un débat extrêmement riche. Nous sommes tous des bénévoles, nous sommes tous présents ici pour contribuer à cela. Je pense qu'on a une petite mission d'intérêt public et merci à tous ceux qui ont contribué. Nous savons que c'est un effort. Donc venez, continuez et faisons que l'association puisse continuer à vivre.